Mardi 1er septembre 2020. Sur le vif, un balado du Crimis, épisode 15. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Gabrielle Richard, sociologue du genre, chercheuse associée au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales de l'Université de Paris-Est Créteil. Gabrielle est également chercheuse associée à la chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM. Elle a fait sa scolarité au Québec et habite à Paris depuis 5 ans. Alors bonjour Gabrielle Richard et merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans vos recherches, vous vous intéressez plus spécifiquement aux jeunes LGBTQI, donc les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer ou intersexes. Notre première question, c'est dans le contexte de la crise sociale et sanitaire actuelle, on parle souvent des jeunes marginalisés en termes de leurs risques sanitaires ou encore des défis auxquels ils peuvent faire face en termes d'accès aux soins. Et les personnes LGBTQI n'y font pas exception. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus? On sait, par exemple, que les personnes LGBTQI sont surreprésentées chez les personnes sans-abri, chez les personnes pauvres ou chez les personnes qui font du travail du sexe. Et donc, pour une panoplie de raisons, c'est également des circonstances où elles sont moins en mesure de maintenir de bonnes mesures d'hygiène, donc d'avoir accès, par exemple, à des gels hydroalcooliques, de pouvoir se laver fréquemment les mains, etc., etc. Et donc, conséquemment, de se protéger des expositions. Donc, en termes épidémiologiques, on pourrait considérer que ces personnes-là présentent des risques sanitaires accrus. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, il y a un véritable enjeu autour de la question de l'accès aux soins des personnes LGBTQI. Et des études qui sont québécoises, états-uniennes, françaises notamment, ont démontré, et depuis maintenant plusieurs décennies, que les personnes LGBTQI avaient énormément d'appréhension quand elles venaient pour avoir recours à des soins pour leur santé, qu'il s'agisse d'un rendez-vous médical avec un ou une généraliste, quelqu'un qui est gynécologue, psychologue, etc. Les personnes qui sont interviewées dans différentes recherches vont nous dire que elles rapportent être victimes de stigmatisation, de discrimination et essentiellement vont pointer du doigt ce qu'on pourrait appeler des pratiques d'intervention qui sont hétéronormatives. Beaucoup de gens qui entrent en contact avec des personnes qui leur fournissent des soins de santé vont dire, par exemple, on présume nécessairement que je suis une personne cisgenre, donc non transgenre, que je suis une personne hétérosexuelle, alors que c'est pas nécessairement le cas. Et ça vient évidemment non seulement teinter les pratiques qu'on a à l'égard de ces personnes-là, mais également, miner le lien de confiance que les personnes LGBTQI peuvent entretenir à l'égard du système de santé. Troisième raison pour laquelle les personnes LGBTQI sont particulièrement vulnérables pendant la pandémie, il y a la question de la discontinuation des traitements et des soins spécialisés que ces personnes-là doivent suivre. Donc, étant donné la surcharge des services hospitaliers, notamment quand la pandémie battait son plein à la fin du printemps, il y a des soins, notamment des soins liés à la transition pour les personnes trans ou des soins médicaux spécialisés pour les personnes intersexes qui ont pu être discontinués ou mis sur la glace parce que considérés comme étant non prioritaires pendant cette période donnée-là. Donc, conséquemment, évidemment, la pandémie a des conséquences bien réelles, bien concrètes sur la santé, ici des personnes trans et intersexes notamment, mais de plusieurs autres personnes pour qui la situation peut rimer avec un accès donc réduit à des hormones qui sont nécessaires, donc ce qui peut engendrer une transition ralentie, une transition non entamée, etc., avec les problèmes que ça peut générer. Quand on pense aux fermetures d'écoles et au confinement, on a entendu parler plus spécifiquement en France des jeunes LGBTQI qui vivaient dans des milieux familiaux dits hostiles. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Avant le confinement, oui, c'est sûr qu'il y avait des jeunes qui pouvaient côtoyer des parents ou des frères ou des sœurs ou d'autres membres de leur famille qui pouvaient être hostiles à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre, mais ce qui existe pas dans le cas du confinement, c'est que ces jeunes-là pouvaient alors trouver du répit ou du soutien ou du réconfort ailleurs, que ce soit dans la communauté LGBT, que ce soit auprès de leurs pairs, que ce soit auprès d'adultes significatifs à l'école, etc. Donc, il y avait une possibilité de contrebalancer le discours d'hostilité, le discours négatif ou même le silence qui était généré par le milieu familial.
Ce qui a lieu dans un contexte de confinement, c'est que du jour au lendemain, ces jeunes-là se retrouvent à la fois coupés de leur principale source de réconfort et confrontés presque tout le temps, presque 24 heures sur 24, à cette famille hostile. Le problème s'est sûrement posé avec particulièrement d'acuité en France, parce que donc au plus fort de la crise, au printemps dernier, on a eu un confinement qui est obligatoire au moins 23 heures par jour, où on devait être dans notre domicile, sauf 1 heure par jour où on pouvait sortir, mais sous autorisation spéciale, et on était susceptible d'être contrôlé par la police. Donc on a vraiment eu à vivre avec un confinement très strict qui pouvait éventuellement et évidemment exacerber cette pression sur les jeunes LGBTQI. Très concrètement, sur une base quotidienne, des jeunes trans nous ont rapporté être mégenrés. Ça, c'est-à-dire que on référait à eux avec le mauvais pronom, le mauvais nom, ce qu'on appelle en anglais le dead name, donc le nom de naissance qui n'est plus le prénom auquel qui n'est plus notre prénom, qui n'est plus le prénom qu'on utilise. Donc, ce sont des violences verbales, mais des violences symboliques qui visent à rabaisser la personne. Beaucoup de jeunes ont rapporté se faire insulter, donc rabaisser, comme je le dis, frapper, se faire couper l'accès à Internet pour ne pas qu'ils puissent accéder à des ressources ou à des contenus qu'on estimait pornographiques, etc. Même pour les jeunes qui n'étaient pas aptes, il y a des situations qui sont délicates, disons, où des jeunes devaient regarder ou étaient amenés à regarder un film avec leurs parents et le film présentait un ou des personnages LGBT et donc les parents ouvertement tenaient un discours hostile à l'égard de cette personne-là sans savoir que leur enfant pouvait donc être de la même orientation sexuelle ou avoir le même statut trans que ce personnage-là. Donc on parle évidemment d'une anxiété accrue qui est causée par la situation, une estime de soi qui est potentiellement considérablement rabaissée, etc. Gabrielle Richard, est-ce qu'on peut penser qu'il y a des aspects potentiellement positifs à ce confinement? C'est un peu tôt pour étudier les aspects qu'on pourrait espérer positifs au confinement, mais on a certaines pistes de recherche qui nous laissent entendre qu'effectivement, il y aurait des aspects positifs à ce confinement-là, et puisqu'il faut également regarder le bon côté des choses, on pourrait s'y pencher. Il y a des chercheurs de l'Université de Bristol au Royaume-Uni qui ont publié il y a quelques semaines, donc à la fin de l'été, des résultats qui sont surprenants. Ils ont comparé les niveaux d'anxiété de jeunes de niveau secondaire en octobre 2019, donc alors qu'il n'y avait donc pas du tout de pandémie, et en mai 2020, en pleine pandémie et en plein confinement. En comparant ces niveaux d'anxiété-là, ils se sont rendus compte, non sans surprise, que beaucoup moins d'élèves se disaient anxieux au mois de mai. Donc, durant la pandémie, durant le confinement, les niveaux d'anxiété avaient baissé de façon significative. C'est intéressant parce que ça soulève de front la question du stress qui est généré par l'expérience scolaire et particulièrement pour les jeunes LGBTQI dont on sait qu'ils sont particulièrement ciblés par les violences à l'école. Donc, on peut considérer d'une part que le confinement obligatoire, même s'il était généré par une pandémie qui était anxiogène et qui l'est encore, bien que ce confinement-là pouvait créer des circonstances d'apaisement pour plusieurs jeunes qui vivaient des expériences ou des moments difficiles à l'école. Un autre facteur potentiellement positif à considérer, c'est le rôle capital d'Internet comme outil de socialisation pour ces jeunes-là. Internet permet aux jeunes LGBTQI d'aménager un espace qui leur appartient, d'avoir une intimité numérique où ces jeunes-là peuvent être qui ils et elles sont, peuvent rencontrer des personnes qui les ressemblent, peuvent obtenir des ressources, etc., etc. Le rôle d'Internet pour la population LGBT, on le connaît bien et on sait qu'il peut être considéré comme un outil de résilience. Et c'est assez paradoxal parce qu'on sait que Internet, d'une part, et les réseaux sociaux, de façon plus spécifique, peuvent être des lieux de reconduction très forts des normes de genre qui sont souvent excluantes pour les personnes LGBTQI. Notre dernière question pour vous, les écoles rouvrent, c'est la rentrée. Est-ce que les jeunes LGBTQI ou en questionnement retournent dans l'école d'avant? Ou est-ce qu'on peut penser qu'elles deviennent plus inclusives? Mais l'école est un milieu qui est très normatif et on sait qu'à l'école se jouent et se rejouent quotidiennement des relations de pouvoir.
Puis l'école est aussi un des principaux lieux où les enfants vont apprendre la place qu'ils et elles occupent dans le système social, que ce soit les systèmes de genre, racial, de classe, etc. Donc, je pense qu'il faut garder en tête, d'une part, que à bien des égards, l'école est comme un monolithe qui peut bouger, mais au prix d'énormément de temps, d'énormément d'efforts, etc. Une brèche a certainement été faite. Et on s'est rendu compte, on s'est souvenu plutôt, avec le confinement, que tous les élèves n'étaient pas toujours égaux devant leur scolarité. Il y a notamment un collectif qui s'appelle SVT Égalité. SVT réfère à un cours Sciences de la vie et de la Terre, qui est l'équivalent du cours de biologie au Québec, et qui est l'une des principales occasions lors desquelles les jeunes entendent parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Et donc, SVT Égalité est un collectif visant à fournir des ressources aux professeurs qui veulent avoir un enseignement qui est plus inclusif des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Il reste encore beaucoup de travail à faire, certes pour former les enseignants et enseignantes et autres acteurs et actrices du milieu scolaire, mais également pour favoriser chez ces personnes-là une prise de conscience à l'effet qu'il y a effectivement un problème. Parce qu'il y a une conviction profondément ancrée que l'école offre par défaut une expérience égalitaire à tous les élèves. Donc, il faut dans un premier temps leur faire comprendre que ce n'est pas nécessairement le cas. Deuxièmement, qu'on comprenne qu'il y a un enjeu autour des normes de genre et des normes de sexualité qui méritent d'être mieux saisis et pris en considération. Et troisièmement, évidemment, qu'on procède à la formation comme telle et qui doit être une formation qui est réflexive. Donc, qui amène ces enseignants-là et les autres adultes qui interviennent auprès des jeunes à se rendre compte de leurs propres préjugés éventuels, de leurs propres biais, de leur propre conception à l'égard de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, pourquoi l'hétérosexualité devrait aller de soi, etc.